Eh bien, bonjour pour cette avant-dernière leçon. Malheureusement, il n'y en a plus que deux. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai trop de matière. Veuillot aurait bien mérité une troisième leçon, comme Courrier ou Carrel. Et Granier de Cassagnac aurait mérité une deuxième leçon. Et il y a d'autres écrivains combattants que j'ai laissés de côté. Janin. J'avais dit l'an dernier que je parlerais de Janin. Je n'ai jamais trouvé le moyen de lui consacrer un cours, et cette année non plus. Et Proudhon, enfin tous ces grands noms de la guerre littéraire au XIXe siècle. Mais lors du premier cours de cette année, j'avais annoncé que je parlerais de Sainte-Beuve, que je finirais avec Sainte-Beuve les leçons de cette année, et il me faut bien 2 leçons pour parler de lui. Je m'y étais engagé. Ce qui m'a incité à parler de Sainte-Beuve dans ce contexte d'un cours sur la littérature comme art de combat, c'est la publication l'an dernier de son cahier brun, ses notes de Sainte-Beuve, dans le cahier qu'il a tenu de 1847 à 1868. Il est mort en 1869, donc il y a un autre cahier, mais peu de choses pour la suite, qui est d'ailleurs joint à cette édition publiée par Patrick Labarthe chez Drault l'an dernier. Le premier cahier de Sainte-Beuve, le cahier vert, avait été publié en 1973 par Raphaël Mollo chez Gallimard. Il a donc fallu 44 ans pour publier le second. Et on a donc là, de 1834 à la mort de Sainte-Beuve, ces notes dont on connaissait certaines, qui avaient été publiées par lui dans les tomes 11 des causeries du lundi, et puis en particulier dans ce volume qui s'appelle Mes poisons. Les poisons de Sainte-Beuve, ce sont ces notes accumulées dans ses cahiers qu'il utilise ensuite dans les articles. Et c'est une sorte d'arsenal que ces notes, que ces cahiers. Et on y trouve, et c'est ça qui m'a frappé en les lisant ou relisant dans les derniers mois, on y trouve un tableau très complet de la vie littéraire comme guerre, de l'art d'écrire comme art martial, un peu partout dans ces cahiers. Et je crois que c'était une belle occasion, non pas de donner une synthèse ou une conclusion, mais du moins de clore ce cours. J'ai commencé cette année justement avec cette notion de mot de prédilection qui vient de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve disant que chaque écrivain a son mot de prédilection et y repérer chez l'un ou chez l'autre le mot colère ou le mot fiel. Et ce mot qui revient dans le discours d'un écrivain que l'on peut repérer, disait-il, peut servir à qualifier celui-même qui l'emploie. On peut trouver le maître mot d'un écrivain. Et il disait de Latouche, tout ce qu'il y a de haineux y est aussi bien peint, le mot fiel y revient souvent. Je crois que j'avais utilisé ce mot, Latouche, c'est le fiel. Il parlait de Dubois qu'il avait introduit au Globe, c'est la colère. C'est un peu la signature d'un écrivain que ce mot de prédilection. Et dans son livre important sur Sainte-Beuve, Wolf Lepénis, dans un livre publié en 1997 en allemand, en français en 2002, Wolf Lepénis disait que le mot de prédilection, le maître mot de Sainte-Beuve, qui était conscient de ce dispositif chez les autres, c'était celui de vengeance. Le maître mot du critique Sainte-Beuve, que lui-même se garde de livrer, est vengeance, écrivait Lepénis. Et bien sûr, le mot de vengeance est fréquent
dans les portraits littéraires, dans les lundis de Sainte-Beuve, il revient beaucoup. Sainte-Beuve l'utilise pour les autres. Bon, il ne se présente pas lui-même comme un vengeur, mais il y a là toute une série de termes qui sont importants, courants, dans les lundis et dans tous les textes de Sainte-Beuve. Je crois qu'il faudrait ajouter à cette série représailles, la littérature comme représailles, revanche, rancune, rétribution, ou encore le mot que Sainte-Beuve utilise et auquel je reviendrai, celui de némésis. Sainte-Beuve ou la némésis. Ce serait celui-ci, on pourrait dire, le fin mot de Sainte-Beuve. Vous vous souvenez que je citais le fin mot de Nisard, après avoir écrit tout un portrait de Nisard. Eh bien, Sainte-Beuve, écrivant dans ses cahiers, le fin mot de mon article sur Nisard est bien simple, Monsieur Nisard est un sot. Mais ce mot sot, bien sûr, ne figurait pas dans le portrait. C'est dans les cahiers que l'on tombe sur le fin mot que Sainte-Beuve a dû délayer. Ou lorsqu'il parle de Villemain, je reviendrai à lui, on pourrait dire que le mot de Villemain, c'est peur. Villemain, c'est la peur. Bon, je crois qu'on peut trouver dans les cahiers de Sainte-Beuve tous les tropes et figures que j'ai explorées au cours de ces années. C'est pourquoi ça donne l'occasion de faire une clôture. Je commencerai par la figure de l'athlète, qui était celle par laquelle j'avais entamé ce parcours au début de l'année dernière. L'écrivain comme athlète. Le siècle, dit Sainte-Beuve, exige désormais des écrivains qu'ils soient des athlètes à la puissante encolure. Le tempérament et la santé, donc c'est dans ce cahier brun, le tempérament et la santé jouent un grand rôle dans le talent des écrivains du jour. Quand on lit Racine, Voltaire, Montesquieu, on n'a pas l'idée de se demander s'ils étaient ou non robustes de corps, puissants et larges de carrure. Buffon était un athlète, mais son style ne le dit pas, même si Buffon est célèbre pour la phrase « le style, c'est l'homme ». Il n'en est pas ainsi quand on lit quelques-uns de nos écrivains d'aujourd'hui. On sent bientôt qu'ils doivent être puissants, robustes, et ils le sont en effet. Alexandre Dumas, Hugo, Eugène Sue, Balzac, Georges Sand, Théophile Gautier, Madame de Girardin. Leur style et les productions même de leur esprit accusent en quelque sorte des formes matérielles et marquent l'encolure. Il est un degré de mauvaise santé, a dit spirituellement M. Joubert, qui favorise le pur exercice de l'esprit. Et on a donc en Joubert une sorte de prototype de l'écrivain ancienne manière. En vérité, la citation de Joubert disait « Il est un degré de mauvaise santé qui rend heureux ». Et Sainte-Beuve adapte donc la citation pour ce pur exercice de l'esprit. Mais vous voyez, l'idée c'est qu'un certain degré de mauvaise santé rend intelligent, pénétrant, délicat, ingénieux. Et ben ça, c'est l'Ancien Régime, c'est passé. Autant dire que Sainte-Beuve réprouve cet excès de force physique des écrivains qui sont ses contemporains. Il ajoute, toujours dans le cahier brun, « On est loin de ce raffinement parmi ces messieurs et ces dames. » Ces messieurs et ces dames d'aujourd'hui, de Balzac à Georges Sand. Et il est curieux physiologiquement de remarquer comment, comme leur tempérament se produit jusque dans leurs œuvres littéraires. Il y a une sorte de débordement de ce tempérament dans la littérature. Bon, il me semble que c'est une réflexion importante, liée à cette entrée dans la littérature industrielle, dans la littérature moderne,
Et c'est intéressant parce qu'elle se retrouve de manière à peu près littérale dans l'article nécrologique que Sainte-Beuve consacre en 1850 à Balzac. Monsieur de Balzac avait le corps d'un athlète et le feu d'un artiste épris de la gloire. Il ne lui fallut pas moins pour suffire à sa tâche immense. Sainte-Beuve n'aime pas beaucoup Balzac quand il le traite de cette manière. Ce n'est que de nos jours qu'on a vu de ces organisations énergiques et herculéennes se mettre en quelque sorte en demeure de tirer d'elles-mêmes tout ce qu'elles pourraient produire et tenir durant 20 ans la rude gageure. Quand on lit Racine, Voltaire, Montesquieu, on n'a pas trop l'idée de se demander s'ils étaient ou non robustes de corps et puissants. Buffon était un athlète, vous voyez que c'est des années après, mais Sainte-Beuve va chercher dans ses cahiers cette amorce. Les écrivains de ces âges plus ou moins classiques n'écrivaient qu'avec leur pensée, avec la partie supérieure et toute intellectuelle, avec l'essence de leur être. Aujourd'hui, par suite de l'immense travail que l'écrivain s'impose et que la société lui impose à courte échéance, par suite de la nécessité où il est de frapper vite et fort, il n'a pas le temps d'être si platonique ni si délicat. La personne de l'écrivain, son organisation entière, s'engage et s'accuse elle-même jusque dans ses œuvres. Il ne les écrit pas seulement avec sa pure pensée, mais avec son sang et ses muscles. Donc cette nouveauté, la comparaison avec Joubert, c'est le seul élément qui est laissé de côté, cette comparaison avec la délicatesse et le raffinement de Joubert. Et on n'a pas la liste de ces grands tempéraments du siècle, mais voilà, me semble-t-il, une notion essentielle sur les transformations de la condition littéraire moderne. Ça nous permet de revenir au début de ce cours. L'écrivain ne peut plus être un délicat, un être frêle, un raffiné. C'est la notion de raffinement qui est là. Au fond, un homme d'esprit. L'écrivain doit être une sorte de brute. Deuxième notion que je retrouve partout dans ces cahiers et qui justement était la deuxième que j'avais analysée l'an dernier pour commencer, c'est celle de l'inimitié, des ennemis. Le monde littéraire, tel que Sainte-Beuve le décrit dans ses cahiers ou dans ses annotations, est fait d'ennemis et de rivaux, en tout cas de compétition. On trouve de très nombreuses déclarations en ce sens. Par exemple, tout grand talent, tout personnage en vue, en même temps qu'il a ses admirateurs et ses enthousiastes, a ses ennemis naturels, ses adversaires ou ses antipathiques. C'est le nom que donne Sainte-Beuve à ses ennemis, ses adversaires, ses antipathiques. On a là une sorte de gradation inverse. Ses adversaires, c'est-à-dire le contraire de ses admirateurs, on a l'impression que c'est non pas ceux qu'il n'aime pas, mais ce sont ceux qui ne l'aiment pas. Ce sont les détracteurs, les critiques. Mais c'est aussi réciproque, puisqu'il dit un peu plus loin, et ça c'est très important dans toute cette morale d'écriture que développe Sainte-Beuve, puisqu'il faut avoir des ennemis, tâchons d'en avoir qui nous fassent honneur. Les ennemis, là aussi, doivent être choisis. Souvenez-vous de ce que disait Baudelaire dans les conseils aux jeunes littérateurs. Il faut économiser son inimitié. On trouve beaucoup sur ce monde fait d'ennemis. Il se trouve par hasard que je lisais hier un passage de Chose vue de Victor Hugo qui rend visite à Villemain, secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui est un être dépressif qui pense qu'il y a des ennemis cachés derrière les portes chez lui. Et Hugo essaye de le consoler. Et il lui dit « Vous avez vos ennemis, mais qui n'a pas les siens ?» Guizot a ses ennemis, Thiers a ses ennemis, Lamartine a ses ennemis. Moi qui vous parle, est-ce que je ne lutte pas depuis 20 ans ? On a tous des ennemis, ne vous en faites pas.
C'est le lot de l'écrivain. Et Villemain vient de se lever pour voir s'il n'y en avait pas un derrière la porte. Mais vous voyez que la problématique reste celle de l'honneur. Il faut avoir des ennemis qui nous fassent honneur. De toute façon, on n'y coupe pas, donc il faut bien les choisir, ne pas se tromper, ne pas gaspiller sa faculté d'inimitié. Sainte-Beuve dit encore « Rien ne juge un esprit pour la portée et le degré d'élévation comme de voir quels antagonistes et quels rivaux il s'est choisi de bonheur. » Il faut choisir ses ennemis, les antagonistes, et choisir ses rivaux, choisir ses modèles positifs, mais aussi ses modèles négatifs. Il y a donc une nécessité de se situer dans le champ littéraire, de prendre position. C'est de la tactique ou de la stratégie. Il y a beaucoup chez Sainte-Beuve dans cette nécessité d'occuper le terrain, de conquérir une place, se faire une place. C'est bien un art du terrain, c'est un art du combat, c'est un art de la bataille. Alors on peut se demander qui sont, pour Sainte-Beuve, dans ses cahiers, qui sont ses antagonistes, qui sont ses rivaux. On peut sans doute dire qu'il y a d'abord les quelques aînés, et il y a des aînés qui sont assez pesants. Guizot, ils ont 10 ans de plus que lui. Guizot, Cousin, Villemain, Thiers, un peu plus jeune. Ce sont des hommes forts et ce sont eux qui figurent parmi ces antagonistes. Villemain, je cite ce qu'il dit de Villemain. Villemain me dit un jour, dans la cour de l'Institut, « Je vieillis et vous ne jeunissez plus. Faisons alliance. » Faisons alliance entre ces deux écrivains qui ont 10 ans d'écart. Sainte-Beuve continue. « Cela voulait dire, louez-moi toujours et je ne ferai jamais rien pour vous. » Voilà l'alliance, alliance de dupes, dans laquelle évidemment Sainte-Beuve n'entre pas. On pourrait penser que parmi ses antagonistes ou ses ennemis, il y a Hugo. Hugo, très proche de Sainte-Beuve, si proche qu'il l'a trompé avec sa femme. Mais justement, dit-il, il n'est pas question de mélanger l'intime et le littéraire. Pourquoi il serait impardonnable et honteux à moi de jamais attaquer Hugo et d'avoir une polémique avec lui. Cicéron l'a dit, « Nil enim est turpius, quam cum eo bellum gerere, quicum familiariter vixeris. » Rien n'est plus déplorable que de faire la guerre avec des gens qui ont vécu amis intimes. On ne fait pas la guerre aux amis avec lesquels on est brouillé. Ça serait laid. Mais on peut dire que les vrais ennemis, les antagonistes, les antipathiques de Sainte-Beuve, ce sont les critiques contemporains. C'est eux qui reçoivent le plus de traits d'inimitié. Par exemple, Saint-Marc Girardin, qui est le critique du Journal des débats. Et il est l'objet constant des sarcasmes de Sainte-Beuve dans ses cahiers. Par exemple, ceci, « Monsieur Saint-Marc Girardin est une de mes antipathies. » Il avoue bien que celui-là se situe dans ses antipathies. Il a dans la voix des notes si fausses que je retrouve jusque dans son esprit. Jeune, il n'a jamais eu de cœur ni de foyer. Et on pourrait trouver, je ne fais que cette citation, mais il y en a beaucoup sur ce même homme qui a son âge, sa génération, qui est donc le feuilletoniste littéraire du Journal des débats, qui est professeur de littérature française à la Sorbonne, bon, qui est un notable de la littérature, c'est vraiment un rival.
Un autre rival qui a exactement la même spécialité, c'est Cuvier-Fleury. Cuvier-Fleury, qui est aussi un feuilletoniste littéraire contemporain, aussi au Journal des débats, qui était le précepteur du duc d'Aumale. Cuvier-Fleury, encore une seule citation, mais il y en aurait beaucoup. Une certaine ignobilité de visage et d'esprit. Le mot ignobilité revient à différentes reprises quand Sainte-Beuve évoque ce personnage. Il a le visage et peut-être l'esprit d'un laquais, ou du moins d'un cuistre. Il ne peut marcher sans une citation. Et le personnage est ainsi habillé. Le terme d'ignobilité revient à son propos. Il faut sans doute ajouter que, au moment où Sainte-Beuve écrit ce passage que je cite, Cuvier-Fleury vient d'écrire un article dans le Journal des débats contre Sainte-Beuve. C'est à la suite de l'article de Sainte-Beuve Les regrets, qui va le brouiller avec tous ses amis, article de 1852, août 1852, où il se rallie à Louis-Napoléon Bonaparte. C'est entre le coup d'État et l'Empire, entre le coup d'État de 1851 et l'Empire en 1852. L'article de Sainte-Beuve exprime son ralliement, et c'est à ce moment-là qu'il se brouille avec tous ses amis orléanistes, tous les anciens orléanistes, cousins, Thiers, etc. Mais il est patent que ses ennemis ou ses rivaux, ce sont les autres feuilletonistes contemporains, ou encore Nisard, traité de sot, qu'il lit, qu'il juge et auquel il se compare. Troisième figure à laquelle je reviens rapidement, parce qu'elle est aussi partout chez Sainte-Beuve, une figure que j'avais évoquée au début du cours l'année dernière, c'est le charlatanisme, le charlatan. Le mot, il traverse tous les cahiers de Sainte-Beuve pendant cette bonne trentaine d'années. Le mot est là. Ça va avec l'athlétisme. Les écrivains sont des athlètes, ce sont des charlatans. Le charlatan, c'est celui qui se pousse du col, qui montre son encolure, justement par opposition au délicat ou au raffiné. Voilà une citation. Mérimée me dit une chose juste et fort délicate. Mais Rimet, c'est un des rares délicats de cette période. Dans le peu que je fais, je rougirai de ne pas m'adresser à ceux qui valent mieux que moi, de ne pas chercher à les satisfaire. Là, en effet, est le cachet de tout noble et sincère artiste. On peut se tromper, mais il faut viser à satisfaire ses égaux, paresse, ou ses supérieurs, et non pas écrire pour ceux qui ont moins de goût et d'esprit que nous, comme il faut viser en haut et non en bas. Vous voyez une intéressante comparaison avec l'art du tireur. Or, ce dernier but semble désormais le seul que poursuivent la plupart de nos grands auteurs. Ne me lisez pas, dit Lamartine, à quiconque lui parle des Girondins, je n'écris pas pour vous, mais pour les ateliers, pour le peuple et tutti quanti. Donc ces écrivains qui disent « je n'écris pas pour mes pairs, mais j'écris pour le peuple ». Et Sainte-Beuve passe en revue, dans le passage et se poursuit, il est assez long, et il cite Hugo, George Sand, Eugène Sue, Michelet, Quinet, les siamois du Collège de France, comme disait Veuillot. Tous ces écrivains écrivent vers le bas, aux yeux de Sainte-Beuve, du moins, non pas pour satisfaire des exigences supérieures. On peut remarquer qu'il ne met pas Balzac dans cette liste, parce que Balzac, il est déjà tout en bas. Donc, c'est pas qu'il vise en haut, il est en bas et il vise en bas. Mais tous ces écrivains, et c'est ça qui les rend des charlatans, le charlatan, c'est celui qui vise en bas. Hugo ne fait pas autre chose que de chercher à enlever et à accaparer la grosse masse des lecteurs.
par tous les moyens. Georges Sand en est dès longtemps aux ouvriers et aux prolétaires. Eugène Sue, qui durant une certaine veine cherchait à se faire jour auprès des lecteurs distingués et même raffinés, a un jour brusquement changé ses visées et son public. Il s'est mis à flagorner tous les préjugés et les passions de la boutique et de la rue. Michelet et Quinet n'écrivent et ne parlent que pour la populace des écoles, ici même. Bon, et c'est ça donc que Sainte-Beuve appelle le charlatanisme. Le charlatanisme, c'est écrire pour le bas. Charlatanisme. Il en faut, je crois, dans la politique, dans l'art de gouverner les hommes. Napoléon disait un jour à propos de charlatans, « Charlatan, tant que vous voudrez, mais où n'y en a-t-il pas ?» Corvisart était son médecin. Et charlatan, et pourtant, si votre femme ou votre fille est malade, vous appellerez bien vite le charlatan Corvisart. Oui, mais dans l'ordre de la pensée, dans l'art, c'est la gloire et l'éternel honneur que le charlatanisme ne pénètre pas. C'est ce qui fait l'inviolabilité de cette noble partie de l'homme. Donc, Sainte-Beuve voudrait un code d'honneur contre cette bassesse de la visée. On rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir des rivaux, des comparses qui vous fassent honneur. Or, ceux-là ont des lecteurs même qui ne leur font pas honneur. Sainte-Beuve évoque encore Pierre Leroux, avec lequel il a commencé le Globe, et il dit qu'il y avait là déjà du charlatanisme chez Pierre Leroux, ou encore Hugo. Hugo, à force d'être charlatan et déclamateur, Hugo a fini par croire à ses propres phrases. Il y a été pris. Hugo, charlatan, et c'est intéressant parce que Sainte-Beuve écrit cette notation en février 1852. Donc Hugo vient de partir, vient d'être exilé après le coup d'État de 1851. Donc lorsqu'il évoque ce Hugo charlatan et déclamateur, c'est ce Hugo dont on avait vu la dernière fois que Veuillot condamnait la présence à l'Assemblée nationale. C'est le Hugo orateur de la montagne en 1849, 1850, 1851. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune sympathie de Sainte-Beuve pour le Hugo banni ou proscrit. Il est le charlatan et le déclamateur. Et cela concerne même Chateaubriand. Même Chateaubriand est un charlatan aux yeux de Sainte-Beuve. Monsieur Molé, c'est Mathieu Molé, le ministre qui a traversé tous les régimes, l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, me fait remarquer, et c'est au moment de la mort de Chateaubriand, avec beaucoup de justesse, que la destinée de Chateaubriand offre l'exemple, peut-être unique, de tout un temps qui se fait le complice et presque le compère du charlatanisme d'un écrivain. Le charlatanisme, c'est ce compérage, on avait vu l'année dernière. Le charlatan a besoin d'un compère à la foire qui se prête au rôle emprunté que cet homme joue durant 50 ans, et cela sans le démentir un seul instant et sans lui tirer le masque par un côté. Jamais le secret de la comédie ne fut mieux gardé. Donc, Chateaubriand a eu la complicité de son public pendant 50 ans, qui a joué le rôle du compère à la foire pour ce personnage de comédien. Et Molé, qui est au fond un homme de l'Ancien Régime, de l'ancienne race, très sensible à ce charlatanisme contemporain, s'en prend même au charlatanisme de Guizot. Guizot, homme politique, et il compare ce qui manque à Guizot et à ses amis
au tact médical. C'est intéressant, on revient aux médecins. Corvisart, charlatan pour Napoléon, mais on en a tout de même besoin. Le tact médical, sans quoi, dit Mollet, sans quoi l'on n'est jamais un vrai médecin. Il faut du tact pour être un vrai médecin. Et les charlatans, ce sont donc des écrivains qui manquent de tact. Toujours cette délicatesse, ce raffinement. Bon, le tact, évidemment, ça n'exclut pas la méchanceté. Mollet est un être très méchant, mais le tact est ce qui s'oppose à tous ces écrivains, athlètes, comédiens. C'est une idée qui est récurrente chez Sainte-Beuve, associant charlatanisme et rhétorique. La rhétorique sert à former des charlatans. Voici un passage de Port-Royal à propos de Balzac, mais pas le Balzac du XIXe siècle, l'autre, Guy de Balzac. Et voici ce que dit à son propos Sainte-Beuve à propos de cette maladie littéraire qu'est la rhétorique. Jamais même, je l'ose dire, jamais peut-être aucun temps, la phrase et la couleur, le mensonge de la parole littéraire n'ont autant prédominé sur le fond et sur le vrai que dans ces dernières années. Donc il compare le temps de Guy de Balzac, bon, c'est le tic de Sainte-Beuve de comparer le passé et le présent, et il le compare à aujourd'hui. Le règne de la plume a succédé à la lettre au règne de l'épée. Le talent est de mode, comme la valeur sous l'Empire, mais avec plus de charlatanisme possible et souvent avec autant de jactance. Il y a des Murat du style et de la métaphore, c'est-à-dire sous un costume un peu changé, des Balzac d'autrefois. La phrase pour la phrase, l'éclat pour l'éclat, comme sous l'Empire, la bravoure pour la bravoure, indépendamment du but et de la cause. On va à la conquête de la métaphore comme on allait à la conquête des drapeaux. Et on a donc cette idée que le charlatanisme est bien le mal d'une époque qui a quitté l'épée pour la plume, où le talent s'est substitué à la bravoure. Bon, et on a cette image intéressante d'un Murat du style et de la métaphore. Murat, c'est le modèle du cavalier sabreur, vaniteux, étourdi. Et vous vous rappelez qu'on a déjà vu cette image à propos justement de Granier de Cassagnac, qui était appelé Murat de la diffamation lors du procès du Jarrier et de Beauvallon. Donc le Murat du style, le Murat de la métaphore, c'est une façon de désigner celui qui confond la plume et l'épée. Sainte-Beuve insiste sur le fait que c'est le journalisme, l'ère du journalisme, qui a accru cet aspect de charlatanisme de la littérature. On trouve donc, vous le voyez apparaître, cette association de la plume et de l'épée, en effet, chez Sainte-Beuve, cette substitution de la plume à l'épée. Et Sainte-Beuve reprend cette expression de Voltaire, qui plume a, guerre a. Elle est aussi citée par Littré à propos de l'expression guerre de plume, expression qui est une alliance étrange de mots. La guerre de plume, qui pluma, guerra, disait Voltaire. Et si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait découvrir chez Sainte-Beuve que l'antonyme de la plume comme épée, lorsqu'il veut dire que quelqu'un a une plume qui n'est pas bien taillée, qui n'est pas acérée, la comparaison est avec le sabot. Par exemple, quand il parle de Leroux,
Leroux avait la sienne, la plume de Leroux n'était guère plus taillée qu'un sabot. Le sabot, c'est la plume de celui qui n'a pas beaucoup encore de compétences militaires. Il y a donc une assimilation de cet art de la plume à l'escrime ou de la rhétorique à l'escrime. Les anciens se rompaient à la rhétorique, un peu comme autrefois, les gens comme il faut apprenaient l'escrime. La rhétorique était une arme qui, dans bien des cas, sauvait la vie, un instrument de protection autant que d'ambition. Devant ces assemblées de peuples cruels et mobiles, un dénonciateur éloquent pouvait vous perdre. Il fallait être à chaque instant en mesure de parer à un effet oratoire. La rhétorique était la sauvegarde de l'homme public, comme fut l'épée plus tard pour le gentilhomme. Sainte-Beuve assimile art de la plume et art de l'épée. Il y a un personnage, un écrivain contemporain, qui est cité habituellement pour ce passage de l'épée à la plume et peut-être de manière plus intéressante de la plume à l'épée. Baudelaire parle aussi de lui, c'est Paul de Molène. Paul de Molène, c'est celui qui est soldat en critique. Sainte-Beuve s'en prend toujours à lui en disant qu'il est bravache et il le compare à Cyrano. Il dit de lui, son travers dès le collège a été de faire le grand garçon. Et il fait le grand garçon en critique. Et puis en 1848, il se fait officier. Donc c'est quelqu'un qui passe de la plume à l'épée, ce qui est rare. Il s'affiche en soldat. Il est même blessé dans une barricade en juin. Et Sainte-Beuve se dit, maintenant il pourra être modeste. Mais en fait, il se révèle qu'il est incorrigible. Même après avoir pris une barricade et être blessé, il continue à s'afficher en soldat. Et Paul de Molène, l'écrivain, mourra d'ailleurs d'une chute de cheval. Voici ce qu'écrit Baudelaire, et ça nous montre bien l'image de cet écrivain soldat. Paul de Molène, un de nos plus grands, charmants et délicats romanciers, vient de mourir d'une chute de cheval dans un manège. Monsieur Paul de Molène était entré dans l'armée après le licenciement de la garde mobile, en 1848, tant était vif et irrésistible en lui le goût de la vie militaire, goût qui datait de son enfance et qui profita pour se satisfaire d'une révolution imprévue. Certes, voilà un vigoureux trait d'originalité chez un littérateur. Qu'un ancien militaire devienne littérateur dans l'oisiveté d'une vieillesse songeuse, cela n'a rien d'absolument surprenant, mais qu'un jeune écrivain, ayant déjà savouré l'excitation des succès, se jette dans un corps révolutionnaire par pur amour de l'épée et de la guerre, voilà quelque chose qui est plus vif, plus singulier et, disons-le, plus suggestif. La guerre pour la guerre, eût-il dit volontiers, comme d'autres disent, l'art pour l'art. Donc c'est le modèle de l'écrivain qui passe de la plume à l'épée, contrairement au topos, depuis l'âge classique à la Cyrano, d'aller de l'épée à la plume. Mais cela confirme bien cette stratégie de conquête, tout ce vocabulaire de la conquête militaire que Sainte-Beuve emploie partout dans ses cahiers. Entrer à la place, dit-il, c'est une recommandation qu'il fait à lui-même, la place, c'est la littérature. Entrer dans la place, l'épée à la main, comme un gentilhomme, et non pas le coutelas en main, comme un garçon boucher. Donc il faut prendre la littérature avec une épée et non avec un couteau de boucher. Alors, qui sont les garçons bouchers de la littérature auxquels il pense? Je pense que ce sont tous les charlatans. Vous vous souvenez de ce qu'il disait d'Armand Carrel, mort en duel, il est puni par où il a péché. Tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. Quant à lui-même, donc, il ne faut pas, dit-il, utiliser un couteau de boucher, mais une épée de soldat. Quant à lui-même, dit-il, c'est une phrase que je
sais pas très bien m'expliquer. J'ai l'épée courte et fréquente, dit-il. Que veut dire avoir l'épée courte et fréquente? L'épée littéraire. Courte, ça veut dire, je pense, comme une arme courte, comme un poignard, et fréquente, insistante, qui revient. J'ai l'épée courte et fréquente. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure ici un sens qui serait sexuel, parce que Sainte-Beuve utilise aussi toujours l'image de l'épée quand il parle non seulement de la littérature et de l'écriture, mais aussi de l'amour. En fait d'amour, vous voyez que la métaphore militaire est là aussi, mon armée est détruite. Je n'ai plus qu'une poignée de troupes. Je puis encore tenter un coup de main et entrer à la pointe de l'épée dans une place, mais je n'y puis plus tenir garnison. Donc c'est exactement les mêmes images que pour cette conquête de la place littéraire. Et il y a toujours aussi, lorsqu'il parle de l'art littéraire, cette tenir beaucoup de troupes. Le vrai écrivain, c'est celui qui tient des troupes nombreuses. La vie après 33 ans est une bataille perdue. Il ne s'agit plus que de la bien perdre. Il ne s'agit plus que de rendre honnêtement l'épée et de faire la paix avec le temps, ce grand vainqueur. Donc cette image de l'épée qui n'a plus la même vigueur dans cette période. Et lorsque Sainte-Beuve fait son cours malheureux au Collège de France, puisqu'il a été élu au Collège de France en 1855, et que ces 2 premiers cours, il y a eu de tels chahuts organisés par les libéraux qu'il a abandonnés. Son nom est resté à l'affiche, mais il se faisait suppléer. Il renonce en disant qu'il va désormais recourir à ma vraie force, à ma plume qui est mon épée. Ma plume, il a perdu le combat du Collège de France, perdu la guerre du Collège de France, et ça sera la plume et l'épée. Bon, on voit donc que partout, pour Sainte-Beuve, l'art d'écrire, c'est un art de la guerre, c'est un art du terrain. L'écrivain fait mouvoir des troupes, il est comparé à un général. Assembler, soutenir et mettre en jeu à la fois dans un instant donné le plus de rapports, agir en masse avec concert, c'est là le difficile et le grand art, qu'on soit général d'armée, orateur ou écrivain. C'est le même art, l'art de la guerre, l'art du discours et l'art littéraire. Il y a des généraux qui ne peuvent assembler et manœuvrer plus de 10 000 hommes et des écrivains qui ne peuvent manier qu'une ou tout au plus 2 idées à la fois. C'est l'équivalent, 10 000 hommes, 2 idées. Et cette équivalence de la manœuvre et du maniement. Et vous vous souvenez là aussi d'une boutade que j'avais citée à propos de Carrel, ce ne sera jamais qu'un général de brigade. Donc il ne franchira jamais le cap des 10 000 hommes. Une brigade, c'est en dessous de 10 000. Ou encore, puisque c'est une métaphore très fréquente, c'est le bas de la citation, il y a des écrivains qui ressemblent au maréchal de Soubise dans la guerre de 7 ans. Quand il avait toutes ses troupes rassemblées sous sa main, il ne savait qu'en faire et il les dispersait de nouveau pour mieux se faire battre. Je connais ainsi des écrivains qui, avant d'écrire, congédient la moitié de leurs idées et qui ne savent les exprimer qu'une à une. C'est pauvre. Vous voyez, l'art de l'écrivain, pour Sainte-Beuve, c'est faire avancer toutes les troupes en même temps. C'est montrer qu'on est embarrassé de ses ressources mêmes. Et je parlerai de la semaine prochaine de Balzac, Sainte-Beuve et Balzac. Ce que Sainte-Beuve reproche toujours à Balzac, ce sont ses ridicules prétentions militaires. Balzac qui se prend, c'est l'expression que Balzac utilise, pour un maréchal de la France littéraire. Pour Sainte-Beuve, Balzac n'est évidemment pas un maréchal de la France littéraire et sans doute même pas un général de brigade. En revanche, il fait l'éloge
de quelqu'un comme Berryer, le grand avocat légitimiste. C'est un vrai guerrier, et vous direz qu'il parlait de l'orateur. L'orateur, c'est le même art. Berryer, dit-il, c'est l'homme des grandes batailles rangées, non de la guerre des partisans. Un discours de Berryer à la cour ou à l'Assemblée, eh bien, il fait avancer toutes ces troupes. C'est grandiose, c'est harmonieux, un grand éloge de cet art du discours. L'art littéraire, l'art du discours, c'est donc un combat, une bataille rangée, comme il dit, et ce qu'il condamne, c'est cette guerre de partisans, c'est la polémique. Sainte-Beuve fait l'apologie de la guerre, non pas de la guérilla. Je n'aime pas la polémique, dit-il, mais la guerre, la vraie guerre qui porte ou reçoit de rudes coups. La vraie guerre avec des coups de tous les côtés. Il est donc pour cette guerre des idées, mais contre le combat des personnes. Et il cite un mot de Victor Cousin à propos de Villemain. Villemain qui est le peureux, le lâche. Villemain qui est attaqué à la suite d'une brochure où il défend le pouvoir temporel du pape en 1860. Et Villemain dit que ces attaques le rendent malade et presque fou de nouveau. Il n'est pas soldat et il se mêle de faire la guerre. Cousin lui dit qu'il se propose comme chef valeureux à qui les coups sont indifférents. Donc Villemain n'est pas un soldat. Bon, c'est une allusion aux attaques de Veuillot, dont je parlais une autre fois, contre Villemain, qui est ministre de l'Instruction publique en 1843 et 1844, et qui est attaqué violemment. Mais la folie de Villemain, il a tenté de se suicider alors qu'il était ministre de l'Instruction publique en décembre 1844, et puis ensuite il a eu une profonde dépression et il a été enfermé à Bicêtre. C'était aussi à la suite d'un chantage, après qu'il avait été surpris, selon le rapport de police, se livrant à tout ce qu'il y a de plus dégradant avec un jeune homme. Ils étaient blottis dans un coin de la rue de l'Arcade. Les Proustiens se diront que la rue de l'Arcade était déjà un haut lieu de la pédérastie en 1844. En tout cas, c'est à la suite de cet épisode que Villemain a quitté le ministère et est tombé dans une dépression qui ne l'a jamais quitté, auquel on peut penser que Sainte-Beuve fait parfois allusion de manière indirecte lorsqu'il dit, par exemple, Villemain a bien des défauts et même des vices de caractère, mais il a le cœur bon. En tout cas, pour Sainte-Beuve, Villemain, c'est le couard éloquent. Le couard éloquent, et la vanité et la peur, combinaison de vanité et de peur. Je racontais la visite de Hugo à Villemain. Ah non, j'évoquais Hugo rend visite à Villemain au fond de la dépression à l'Académie française, à l'Institut, puisqu'il a été secrétaire perpétuel de l'Académie pendant 40 ans. Et Hugo dit à Villemain, je citais le début tout à l'heure, vous avez des ennemis, mais c'est l'histoire de tout homme qui a fait une action grande ou créé une idée neuve. Ne vous inquiétez pas, dédaignez. Le dédain protège et écrase. C'est une cuirasse et une massue. Et Villemain lui répond, la force, mais c'est précisément ce qui me manque. Le dédain est une des formes de la force. Il n'a pas la force de dédaigner ses ennemis. Alors, vous voyez que tout cela est décrit comme une guerre constante, mais c'est une guerre où l'on doit se retenir d'achever. On ne doit jamais tuer l'adversaire, dit Sainte-Beuve, car on a envie d'avoir des ennemis. Les condottieri,
autre figure que j'avais analysée l'an dernier, avait garde de se faire du mal, mais il se faisait une réputation. Donc il faut se battre, mais il faut se battre comme les condottieri de la Renaissance, sans se faire mal, comme dans la lutte. Nous sommes, dit-il, dans l'ère des gens de lettres, non pas des gens de lettres véritables, mais des gens de lettres industriels. Ils s'entendent, ils occupent les postes dans les journaux, ils tiennent le pays comme ces bandes de condottieri. Donc c'est une guerre, mais une guerre qui a une dimension ludique tout de même, ou rhétorique, qui ne doit pas aller jusqu'au bout. Et elle est à distinguer, souligne toujours Sainte-Beuve, du mot qui tue, du mot qui blesse, justement de ces personnalités que je décrivais l'année dernière. La personnalité, c'est l'injure ad personam. Il y a un souci de Sainte-Beuve de se distinguer de cette tradition de la violence, de la culture et du sang, qu'il voit suivant le modèle de Joseph de Maistre. Donc c'est condamné, c'est Joseph de Maistre qui sacralise le guerrier, le soldat, le bourreau. Monsieur de Maistre a la parole insolente, offensante. Il a besoin de la placer. S'il n'en trouvait pas sujet chez ses ennemis, il se dédommagerait sur ses amis. Alors il y a ce modèle de tous ceux qui le condamnent, qui, s'ils ne peuvent pas blesser les ennemis, eh bien blesseront les amis. À défaut de Napoléon pour point de mire, il aurait le pape, l'apologiste du pape. Peu lui importe pourvu qu'il frappe et que sa verve s'exerce. C'est l'histoire de Chateaubriand. On dit qu'il y a une longue série mestrienne de Maistre, de Lamennais, de Lacordaire, de Montalembert, de Berryer, de Lamartine, de Villemain, de Cousin, et s'il est permis de le nommer après eux, de Veuillot. Donc, Veuillot dans cette lignée mestrienne de soldats qui fétichisent le combat pour le combat, la guerre pour la guerre, qui veulent détruire l'adversaire. Et Sainte-Beuve revient souvent à ce thème. Veuillot, dont j'ai parlé les dernières fois, Veuillot, dit-il, Dieu n'est pour lui que la position stratégique la plus élevée. Il a choisi Dieu parce que, dit-il, il s'établit pour pouvoir de là canonner le reste des humains. Donc si on a choisi le parti de Dieu, eh bien on peut canonner tout le monde. Montalembert, il dit de lui, Sainte-Beuve dit, il y a des gens qui, lorsqu'ils vous lâchent une parole dure, ajoutent par manière de correctif, soit dit sans vous offenser, mais à chacune des paroles dures qu'ils vous lancent, M. de Montalembert, au contraire, semble dire, soit dit pour vous offenser. Et il y a donc tout ce groupe de ces écrivains qui blessent, qui sont hargneux, qui sont vindicatifs. En face d'eux, eh bien, Sainte-Beuve se présente comme un personnage, dit-il, modéré. Il est le modèle du modéré. J'avais analysé, il y a 15 jours, à propos de Veuillot, l'expression mitoyen. Mitoyen. Et Veuillot disait, on ne peut pas être mitoyen entre les deux, on ne peut pas être modéré. Et Sainte-Beuve, au contraire, dit, je suis l'esprit le plus brisé, le plus rompu aux métamorphoses. Bon, je vais vite sur tout ça, mais cette idée qu'il est homme du milieu, équidistant, il est toujours entre les deux. Il dit par exemple, et il en tire gloire, en parlant de Condorcet, j'ai déplu à Génin. Génin qui est un radical, j'en ai parlé à propos de Veuillot, c'est un républicain. Et en parlant de Bonald, j'ai déplu à Veuillot. C'est bon signe. Inter utrumque tene. Il faut se tenir à égale distance. Ou encore, je disais autrefois,
Génin me raille pour n'avoir pas dit assez de bien de Condorcet, et Veuillot m'insulte pour n'avoir pas dit assez de bien de Bonald. Allons, j'ai chance d'être dans le vrai. Monsieur Veuillot se prend encore à m'attaquer, c'est bon signe. Donc il y a cette idée de mitoyenneté qui est toujours celle de Sainte-Beuve, se tenir à égale distance, à juste distance. Et au fond, on pourrait dire que c'est un mot d'ordre chrétien. Sainte-Beuve dit, c'est encore un mot de ses cahiers à la toute fin de sa vie, « J'avais retenu du christianisme et j'ai gardé longtemps l'habitude de me diminuer plutôt que de me grandir. Des amis m'ont averti, j'avais affaire dans la lutte de la vie, d'une part à des adversaires et à des ennemis, sur cette idée des ennemis, qui s'emparaient de mes paroles et me prenaient au mot pour me rapetisser. Si j'étais modeste, les autres me rapetissaient. Et d'autre part à des rivaux qui, eux, allaient se gonflant et se glorifiant sans cesse. La partie était trop inégale, j'ai alors dû me tenir une voie moyenne. La voie moyenne entre la modestie et bien cette glorification constante. Le modèle de ce qui se gonfle tout le temps, c'est Hugo. Les mots que Sainte-Beuve utilise pour parler de Hugo dans ses cahiers, c'est Hugo baleine ou Hugo vessie. Baleine et vessie, c'est l'image même de ce gonflement de ces personnages. Il y a donc toujours l'idée que, au fond, d'être insulté par l'autre est le signe qu'on est dans la vérité. Et cela n'empêche pas Sainte-Beuve de présenter toujours sa carrière, son œuvre, comme une suite de combats. Il emploie le terme de campagne, suivant le modèle militaire ou guerrier. Et ces campagnes, ce ne sont pas des exercices sur le terrain de manœuvre, ce sont des guerres. Dans le Cahier brun, j'ai mené assez volontiers ma vie littéraire comme on fait pour la guerre, et je la divise en campagnes. Et il développe dans les portraits littéraires, dans le texte qui s'appelle « Un mot sur moi-même », il développe longuement cette image, il décrit toute sa carrière comme celle d'un soldat des lettres. De 1824 à 1827 au Globe, tout début du jeune homme, ce ne sont que des essais sans importance. Je ne suis pas encore officier supérieur. J'apprends mon métier. En 1828, j'entame ma première campagne. En 1829, je fais ma campagne critique. En 1831, et pendant près de 17 ans, je fais ma critique de Revue des Deux Mondes. Une longue campagne avec de la polémique de temps en temps et beaucoup de portraits analytiques et descriptifs. Une guerre savante, manœuvrière, mais un peu neutre, encore plus défensive et conservatrice qu'agressive. Vous voyez que cette longue suite d'opérations critiques est coupée par mon expédition de Lausanne. C'est ma première campagne comme professeur. Donc, le métier de professeur, c'est aussi une campagne militaire, celle qu'il a ratée au Collège de France. En 1848, je fais ma campagne de Liège, de Sambre-et-Meuse, comme me le disait Quinet assez gaiement, ma seconde comme professeur. Vous voyez, l'image, c'est celle de l'armée de Sambre-et-Meuse, donc de l'armée révolutionnaire. On est dans un modèle qui est celui de guerre révolutionnaire. Et puis, il continue, il décrit toute sa vie de cette manière. Ma campagne des lundis, la triste campagne du Collège de France, la campagne de l'École normale, en fin de citation, toutes ces campagnes et expéditions littéraires veulent être
jugées en elles-mêmes et comme formant des tout différents. Le modèle est donc celui des guerres, des révolutions et de l'Empire, et de cet officier subalterne qui est devenu un officier supérieur et un général des lettres. Dans ces campagnes, j'en viens à l'armement. Quel est l'armement dont dispose Sainte-Beuve? Les armes, c'est ce que j'avais donné comme titre à la leçon, ce sont des malices et des vengeances. Le mot de malice est un mot très important dans les textes de Sainte-Beuve. C'est le nom qu'il donne aux armes, aux mines de cette petite guerre des lettres. Et on pourrait dire que malice, c'est un des mots de prédilection de Sainte-Beuve. Ça désigne les rosseries, les roueries, les diableries, les médisances littéraires. Et la malice, elle doit être rusée, elle doit être petite. Ce sont les petites malices que privilégie Sainte-Beuve. Et par exemple, il condamne les Hugo Vessie, Hugo Baleine, ce sont des grosses malices. Les malices de Hugo, dit-il, sont cousues de câbles blancs. Donc ce ne sont pas du tout de fines malices que celles de Hugo. En revanche, l'un des êtres les plus malicieux du milieu littéraire, c'est Béranger. Béranger, ce sont toujours des petites malices qu'il aime à dire. Et ce sont des malveillances, des médisances sur Chateaubriand, sur ses amis. C'est toujours des médisances sur ses amis, sur Lamennais, sur Lamartine. Et Sainte-Beuve, lui, s'intéresse à ces malices. C'est un mot, par exemple, caractéristique de Latouche. Latouche, le romancier de Fragoletta, c'est l'emblème, le modèle de cette nature rouée perverse. Latouche, c'est le champion de la malice. Et lorsque Sainte-Beuve lui consacre un article nécrologique en 1851, il y a une liste de toutes les malices de Latouche. Il nous faut pourtant en venir à quelques-unes de ces malices si vantées. Alors la malice, c'est très souvent un mot à double entendre. Par exemple, il écrit une épître qui sert de préface au premier recueil de vers de son ami Ulrich Guttingay. Et ce poème se termine par ce vers « Imprimez-les vos vers et qu'on n'en parle plus ». L'épître est à double fin, dit Sainte-Beuve. Elle fut imprimée en tête du recueil de M. Guttingay, qui, au premier moment, l'avait reçue dans le sens amical et favorable. Les malices couvertes qu'elle recelait ne sortirent qu'au grand jour de l'impression. C'était trop tard. Cependant, M. de Latouche se frottait les mains et en triomphait. Chaque fois que Sainte-Beuve parle de Latouche, il se frotte les mains. Le propre du malicieux, c'est de se frotter les mains. Latouche joua également un tour à Sosthène de la Rochefoucauld. Vous vous souvenez de Sosthène de la Rochefoucauld, dont j'ai parlé l'an dernier? C'était le ministre des Beaux-Arts de la monarchie de Juillet qui a séjourné à Sainte-Pélagie en 1832 après une brochure contre Louis-Philippe. Eh bien, dit Sainte-Beuve, on assure que M. de Latouche eut l'art d'ajouter à cette brochure de M. de la Rochefoucauld une page bien maligne qui fit condamner celui-ci à plusieurs mois de prison. Il continua de rire et de se frotter les mains. C'est un mauvais coup. C'est l'homme des mauvais coups. L'un de ses amis lui disait « Vous êtes une incarnation du diable ». Il n'avait pas plus grand plaisir, quand il écrivait dans un journal, que d'y faire passer de ces malices cachées ce qu'on appelle des couleuvres. La couleuvre, c'est cette malice dont le double entendre n'est perçu qu'une fois qu'elle est imprimée. On ne s'en aperçoit qu'après la publication. Il s'arrange pour fourrer donc des ironies, des couleuvres dans ses articles. Terminons avec cette notion de couleuvre. La couleuvre,
c'est donc cette malice à retardement, cette insinuation perfide. Et il y a des hommes qui sont spécialistes des couleuvres. Lorsque Sainte-Beuve rend compte de ses visites académiques, les propos que lui tiennent les académiciens lui font cet effet que ces hommes se comportent comme des couleuvres. Alors bien sûr, la couleuvre, c'est un animal qui est inoffensif, qui ne tuera pas, justement, qui fait peur et qui ne tue pas. Et la couleuvre est évidemment quelque chose qui est très répandu dans cette période. Il y a un recueil de Roger de Beauvoir qui s'appelle « Colombes et couleuvres », la colombe représentant la paix, et il dit dans la préface de ce recueil « Ma vie a deux parts, amie dans mes œuvres, son printemps, doux nid de fleurs et d'oiseaux, odorant jardin, exempt de couleuvres. L'autre part n'est pas si belle et douce. » Et vous remarquez que couleuvre rime avec œuvre, c'est une rime qu'on trouvera souvent. J'évoquais Veuillot. Veuillot est l'auteur d'un recueil de poèmes qui s'appelle Les couleuvres. Et c'est un recueil qui, évidemment, est la plupart du temps sarcastique. La couleuvre, Barbé d'Aurevilly utilisera beaucoup cette expression encore. La couleuvre, c'est cette tortuosité perfide. C'est la louange perfide. Sainte-Beuve reconnaît qu'il a souvent utilisé de ces couleuvres. Il dit « J'ai eu quelquefois la louange perfide. Reprehensio inter laudem sit. » La répréhension dans la louange. Malevolentia in benevolentiam. La malveillance dans la bienveillance. Et ce art de Sainte-Beuve, de la louange perfide, était bien repéré. Ainsi, dans le Figaro, on disait que Sainte-Beuve ne faisait pas un pas sans blesser un voisin. C'est une sorte de dommage collatéral de sa critique. C'est Sainte-Beuve lui-même qui note ce trait dans le Cahier brun et qui fait ce commentaire sur lequel je terminerai. Le Figaro est une boutique qui a une porte donnant sur le bordel et une autre sur la sacristie. Ce n'est pas une couleuvre, ceci, mais comme dit Sainte-Beuve, dans ce cahier, il y a les poisons avec lesquels il tire ses couleurs. Et remarquez comme couleur ressemble à couleuvre. Les couleurs de Sainte-Beuve sont ces couleuvres. Merci.